La chronique de Gab, les big men en Euroleague. Alors, Tout à de fait. quoi tu vas nous parler? Qu'est-ce que ça Alors, signifie? ça va être long comme chronique, hein, je vais pas vous mentir. Déjà Pars que les pas comme ça, précédentes. ne pars pas comme ça. Non, mais Long, c'est long ne pour. veut pas dire inintéressant. Ah non, j'ai pas dit ça, parce qu'au contraire, en plus, alors je kiffe faire toutes mes chroniques, mais celle-là, j'ai pris un malin plaisir à la faire. J'ai bien senti. Mais j'ai l'impression que ça. Enfin, je dis long parce que je vais essayer d'être le plus complet possible et d'aller à l'essentiel, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Vamos. Donc, l'histoire des big men en Euroleague. Alors, un big man, tu parlais de Mathias Le Sort, un big man pour moi, c'est encore plus que Mathias Le Sort, c'est-à-dire que Big Man, dans l'inconscient collectif et quand on parle de basket, dans l'argot basketballistique, si j'ose dire, Mhm. c'est un mec rarement, comme c'est quand même un mec rarement en dessous de 2,10 m. Et moi, je considérais plus dans le terme Big Man, et quand je voulais parler des Big Men dans l'histoire de l'Euroleague, c'est plus les mecs qui sont même autour des 2,15, voire plus, des 2,15, 2,20, plus que des 2,5, 2,10, quoi. Bah, de toute façon, vous avez trois personnes en dessous là qui représentent bien ça en fait, hein. Exactement, là on a un Un beau beau trio. panorama, ouais, beau trio, sympa comme rotation intérieure. Euh, donc voilà, donc je vais vous parler des big men. Donc une fois qu'on a posé les bases, je reprends ma chronique, on va repartir aux origines. Il y a plusieurs étapes dans l'histoire des big men, évidemment, dans l'Euroleague. Je voulais juste te poser une question avant qu'on démarre. Est-ce que tu as encore le numéro, est-ce que tu as les numéros de basket là à porter? Lequel? Celui avec Jacques Monclar, le 63. Putain, je crois qu'il est chez mes darons. C'est pas grave, tant pis. Mais je ferai référence Merde. à un de cet article dans la chronique, donc bon, si vous l'avez chez Dédicace vous, à Yann Casville. Voilà. ouais, et puis même à basket de manière générale. Oui, oui, mais. Alors, les origines. Donc les origines, premier chapitre, on va dire de la chronique, les origines 1953-1970 à peu près. Voilà, ça vous laisse un, un- un espace temporel. Euh, alors, est-ce que vous connaissez Yanis Kroumins? Ça vous dit certainement rien. Alors moi, ça me dit rien non plus. Du coup. C'est un joueur letton, enfin à l'époque URSS, mais né en Lettonie, on va dire, Oui. l'actuelle Lettonie, qui a joué pour l'ASK Riga, à ne pas confondre avec le VEF Riga qui lui joue en BCL cette année, Mhm. euh, et qui est considéré comme, que moi je considère, et qui est considéré quand j'ai fait mes recherches, comme un peu, pour ceux qui ont des références un peu NBA, un peu le George Mikan Oui, de ok. l'Euroleague. Ah oui. Donc la Ça, première grande star, ça grand place un big man, bonhomme. voilà. Ce monsieur, donc Yanis Kroumins, considéré Yanis comme le Kroumins. premier Je note. big man européen, 2,20 m, 140 kilos, donc on est sur vraiment une belle bestiole, comme on dit. Euh, Premier champion, enfin première star de l'équipe championne, de la première équipe championne de l'histoire de l'Euroleague, enfin l'ancêtre de l'Euroleague, mais ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Euroleague. Mhm. Triple champion d'Europe avec la SK Riga en 58, 59 et 60. À chaque fois, quasiment meilleur marqueur des stats tapeurs. Et je vous conseille, si ça vous intéresse un peu plus, de vous référer donc, à la page, c'est à partir de la page 62, il me semble que j'étais allé checker, du numéro 63 de Basket Mag, enfin du magazine Basket, Mhm. euh, qui est en couverture, c'est Jacques Monclar, Ouais, mais ouais. à partir de la page 62, il y a tout un article, un bon long article comme on aime, sur la naissance de la Coupe d'Europe. Et il parle entre autres du coup du début avec la SK Riga, etc., qui gagne les trois premières éditions, et donc de ce Kroumins qui était juste inarrêtable, parce que extrêmement grand, et que à l'époque, enfin, c'est un peu le comparo en fait avec en NBA avec les Will Chamberlain, etc. Des débuts où en fait les mecs étaient tellement forts athlétiquement ou tellement grands qu'ils dominaient. Alors on parle pas de Will Chamberlain non plus, hein. Crummin c'était quand même réputé pour être assez lent, mais au final quand tu joues demi-terrain, on va dire que c'est pratique. Voilà, donc là on parle vraiment de la préhistoire enfin pas de la préhistoire, mais des débuts quoi, Pas loin, hein. des origines de l'Euroleague. Et donc, j'ai pris la plage des années 53, enfin de l'année 53 qui est la première édition, jusqu'aux années 70, un peu comme, voilà, comme les origines de l'Euroleague, et où en fait les joueurs qui étaient grands en fait dominaient de base parce que bah,
c'était vraiment encore les débuts du basket, même pas professionnel, etc. Donc, en fait, quand t'avais un grand, bah, c'est bête à dire, mais tu lui files la balle et en gros, il marquait, quoi. On est sur un. Ce C'était genre un de autre joueur. sport, presque, un autre basket, même si on l'a fait plus tard. C'était quelque chose de assez simple, on va dire. Et donc, voilà, Yanis Krumins, on n'en parle jamais, mais c'est le premier intérieur européen dominant, donc le premier big man, en fait, à avoir dominé trois titres, enfin triplé les 3 premières années. Alors on a beau dire oui, mais c'était pas vraiment du basket. D'accord, mais il faut quand même le faire. Faut quand même le faire. Et puis il faut respecter les légendes du jeu. Donc voilà pour les origines un petit peu. Donc Mhm. la version bêta, on va dire, du Big Man Euroleague, du Big Man européen. De Walter Tavares aujourd'hui. C'est ça, on en parlera plus tard Si d'ailleurs. je peux, si je peux juste Vas-y. intervenir, tu disais qu'à l'époque on filait la balle au grand pour qu'il fasse mumuse et qu'il marque. On revient de plus en plus à ça. Tout à fait. Et c'est ce dont je vais parler par la suite. Vas-y, enchaîne. Ensuite, dans la décennie 70, donc on arrive à 1970, la décennie 70, dans le basket européen et en Euroleague, euh, c'est le chapitre que j'ai décidé d'appeler l'Italie à contre-cours. Mhm. La décennie 70 voit le club de Varese dominer outrageusement la compétition. On parle vraiment de domination parce que sur la décennie 70, ils vont 10 fois en finale, ils prennent 5 titres. On est clairement sur une domination, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que avec mes recherches, en fait, j'ai appris plein de trucs forcément. Et en fait, ils ont eu cette domination-là avec un système qui est très proche du style de jeu à l'italienne qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est-à-dire homogénéisation des tailles, donc grands ailiers, petits intérieurs. Enfin, petits, vous m'avez compris quoi, Oui, taille homogène. des 2-0-3 partout, quoi. C'est ça, et en gros, les big men sont plus trop à la mode. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est pas qu'on en veut plus et qu'on les déteste, c'est juste qu'en gros, il y avait les origines entre les années 50 et 60, enfin la décennie 50-60, où en fait on s'est dit, ah mais en fait t'as un grand, tu domines. Et après, au fur et à mesure des années 70, en fait on s'est dit, bah non, mais il y a d'autres baskets qui peuvent être joués en fait, et il y a, avec d'autres styles de basket, on peut aussi être compétitif et être dominant. Et c'est ce qu'a montré Varese notamment. Et donc les big men, à proprement parler, donc les 2,15, 2,20 n'étaient plus trop à la mode. Et il y a quelques joueurs marquants. Alors après, pareil, pour chaque chapitre et chaque décennie, j'ai un peu pris aussi des joueurs marquants à citer, on va dire. Les joueurs marquants de cette décennie côté Varese, c'est Dino Meneghin et Ottorino Flaborea, qui sont deux pivots de Varese de cette décennie. Who the Et fuck is that? ça plafonne clairement à 2 mètres, 2 mètres 5, quoi. C'est-à-dire que Dino, il faisait 2,04 et Otto faisait 1,97. Donc on est clairement sur des pivots plus mobiles, etc. Et c'est marrant parce que ça Draymond fait Green. clairement penser au style de jeu italien d'aujourd'hui, de Messina ou des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà pour la décennie 70. Ok. Troisième chapitre, la décennie, enfin c'est pas une décennie, là c'est vraiment une période de quasiment 20 ans, des années 80 aux années 2000 en gros presque, que j'ai décidé d'appeler la dictature Sabonis. C'est Donc, marrant quand on parle du RSS de parler de dictature, hein, je ne réagirai pas à cet affront. Alors, il faut savoir qu'entre ces deux périodes aux Žalgiris Kaunas, donc entre 80 et 89, puis entre 2001 et 2005, et son prime au Real Madrid entre 92 et 95, Arvidas a outrageusement dominé le basket européen pendant 2 décennies quasiment, Ah bon? hormis la période 95-2001 où il jouait avec les Blazers en NBA. Donc là, si vous connaissez pas Sabonis, c'est clairement c'est l'arme. Pour moi, alors c'est peut-être un débat qu'on aura plus Alors, tard parce que je pense que ça peut être intéressant. Pour moi, c'est le meilleur joueur qui ait jamais joué en Euroleague de tous les temps. ok, pourquoi C'est pas. un débat, voilà. Ça, c'est un Pourtant, débat. je suis un grand fan de Drazen, mais c'est un autre Pour sujet. ceux qui ne connaissent pas Arvidas Sabonis, vous connaissez peut-être son fils, Domantas Sabonis, Au qui joue Manchester, aux Pacers. Kings. Aux Aux Kings Kings maintenant. maintenant, oui, t'as raison. C'est vrai, il a été tradé. Ouais. Euh, voilà, donc c'est le papa tout simplement. Le papa qui était, enfin clairement, alors On quand vous parle pas voyez des le mêmes style de joueurs, hein. jeu.
On parle vraiment pas des mêmes joueurs. Quand vous voyez le style de jeu du fils, on voit d'où ça vient. Mais par contre, après, en termes de niveau pur, Ça n'a rien à voir. je C'est pense même pas que... comparable. Bon, bref. C'est En même tout pas cas, comparable. bon, je vais finir de parler de Sabonis et après, je vous dirai d'aller checker des matchs parce qu'il y en a des disponibles. Arvidas, on parle de 2,20 m, plus, plus de 130 kilos large avec, en fait, c'est un fantasme de basket, Arvidas Sabonis, en fait. C'est 2,20 m, 130 kilos avec des mains de fée, enfin, avec la technique de Tim Duncan, en gros. Enfin, en gros, on parle vraiment de ce type de joueur-là On parle de qui est Victor quasiment un Wembanyama. fantasme, en fait. On en reparlera peut-être. Mais en gros, on parle ouais, on parle un peu de Yao Ming mobile et sans Hmm, problème de blessure, quoi. clairement. On est dans ces eaux-là, quoi. Ça place un Donc bonhomme. voilà. Donc voilà. Euh, et en fait, la domination, pour moi, alors c'est marrant parce que vous allez peut-être pouvoir réagir en commentaire ou dans le chat. Pour moi, la domination qu'il a eue sur le basket européen et sur l'Euroleague des années 80 à 2000, ça peut s'apparenter un peu, pour ceux qui suivent la NBA, à la domination de Shaq dans les années 2000 avec les Lakers, quoi. Alors, dans des styles différents, même si en gros, Shaq, on a trop tendance à dire qu'il dominait que grâce à son physique alors qu'il avait beaucoup de technique. Et Sabonis, c'est un peu le même problème aussi, où en fait, on a trop tendance, selon moi, à dire qu'il dominait grâce à sa technique alors qu'il avait un physique de. C'est même pas De. comparable comme physique, il n'y a même pas de mots pour déterminer ces genres de physique-là. En fait, c'est mutant. Il y a rien d'autre. C'est Mousfal Euh, en plus mobile et en plus technique. ouais, et puis avec 25 kilos de plus. Tu vois, non mais c'est Pas fou. 25 kilos, peut-être pas j'abuse, mais Bah, ouais, non, 25 c'est vraiment beaucoup, mais. c'est beaucoup. Mais je veux dire, plus taillé en mode armoire, encore plus, quoi. Vraiment, c'est une Ouais. armoire à glace avec un toucher de fée, quoi. Vraiment, on est là-dessus. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que je me suis posé une question en faisant cette rubrique, en comparant en comparant leur domination dans des championnats très différents, On a compris, mais oui, dans rappelle-le. différents styles. Non, mais je prends des pincettes, sinon dans les commentaires, voilà. Quoi? Shaq? Voilà. Euh, Ouais, J'aurais beaucoup aimé voir les deux dans leur prime face à face. Je pense que c'est un des plus. Enfin, en tant que geek basket, c'est un des plus gros fantasmes c'est que. c'est pas arrivé, on n'a pas eu. Ah non, ils ont pas joué sur Pas la même vraiment dans période le en prime. NBA? Alors si, par contre, allez voir si ça vous intéresse, il y a des mixtapes entières de Sabonis quand il est aux Blazers contre Shaq quand il est aux Lakers. Ouais, Le problème, c'est que Shaq est dans son prime, Sabonis est déjà un peu sur le retour. Physiquement, il a déjà largement la trentaine, il est moins ouais, physique, ouais. etc. Et à l'inversement, à l'inversement, ça se dit pas. À À l'inverse. l'inverse, quand Sabonis, pour moi, le prime de Sabonis, c'est le Real Madrid. C'est le milieu des années 90, il est injouable. Moustache, mulet, bras roulés, la totale. Vraiment, là, il est À indéfendable. l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, vraiment. C'est simple, en fait. Tous les ans, il bousille les stats de l'Euroleague. Il est soit meilleur Hmm. marqueur, soit meilleur rebondeur, soit un des deux, soit les deux. Il est meilleur au double-double. Enfin, c'est vraiment des dingueries. Euh, et donc, du coup, ouais, c'est un de mes grands regrets, c'est qu'ils aient pas pu jouer leur prime l'un face à l'autre. Mais bon, Ah ça, ouais. c'est Ah voilà, c'est ça. un regret de geek, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train T'es trop d'aller geek, checker mec. aussi. Un? T'es trop geek, mec. Ouais, presque un peu, hein, je me Non rends mais compte mec, quand je veux dire, tu regardes le portel, enfin. Arrête. Euh, En tout cas, on parle aussi d'un monsieur, bon, évidemment, qui a gagné bon nombre de Coupes d'Europe, enfin, entre autres l'Euroleague, et bon nombre de Coupes d'Europe, que ce soit Mhm. avec différents clubs. Donc, il n'en a pas gagné avec Valladolid, mais il a gagné des Coupes d'Europe, je ne sais plus lesquelles, avec le Zalgiris Kaunas. Il a gagné l'Euroleague avec le Real, MVP de Final Four, etc., la totale. On parle de, selon moi, je le disais, le meilleur joueur Euroleague de tous les temps. Et pourtant, je suis un grand fan de Petrovic aussi. Pareil, il y a des citations. Par exemple, alors, oui, c'est David Blatt, Ouais. l'ancien coach des Des Cavs, qui Cavs, était ouais. coach du Maccabi, etc. Turc, il me avant. semble, David Blatt. Non, non, israélien.
enfin Israélien. américano-israélien. Ah, israélien, oui. Ok. Et qui disait qu'en fait, Sabonis, c'est lui, en tant que coach, bon, qui a la culture européenne aussi, hein, mais qui dit qu'en fait, il serait là dans la NBA aujourd'hui, enfin, même pas dans la NBA, dans le basket aujourd'hui, en fait, les gens pèteraient des câbles. Mais tu vois, Ce qui se Jokic? rapproche, ce qui se rapproche le plus de lui, selon David Blatt, c'est comme tu dis, c'est Jokic, mais dans un style de jeu encore un peu différent, mais peut-être encore plus dominant, c'est ça qui est fou. Et je me souviens, je crois que c'est Faut le faire, ouais. Bill Walton qui le disait Ouais. aussi. Donc Bill Walton, quand Bah, qui même a un gros aussi joué aux Blazers, hein, gros. champion avec les Blazers, MVP des finales avec les Blazers en tant que franchise player. Après, il a été avec les Celtics de Larry Bird, il a été champion avec eux aussi, sixième homme de l'année, etc. Légende dans le basket universitaire qui disait qu'en fait, c'est Larry Bird, mais de 2,20 m. Donc voilà, Allô? pareil, ça vous classe un bonhomme un peu. Donc voilà, j'espère que si vous connaissiez pas Sabonis, on a un peu aidé à vous faire Hmm. un genre de croquis, un portrait robot, Ou à quoi. vous remémorer peut-être les passages de Sabonis, hein. Tout à fait. On l'oublie souvent. On l'oublie Et on souvent, oublie Sabonis. trop Que souvent, ce soit enfin, je veux en dire, Euroleague ou en NBA, hein. ouais, Attends. c'est clair, hein, carrément. Donc, Je suis ouais. d'accord. Non, non, Toi, en c'est plus, une t'es bonne fan un peu piqûre des de. Bah, Blazers, c'est donc ça, donc ça me fait un peu plaisir que tu en parles. c'est ça. Euh, Si vous, je finis avec ça et après j'enchaîne après. Vas-y, vas-y. Si vous voulez vous faire des matchs, c'est possible en plus. C'est-à-dire que sur YouTube, il y a des matchs entiers des années 90 En euh, description. qui, qui honnêtement, par rapport comment dire, aux techniques d'enregistrement et de diffusion de l'époque, pour 2022, sont très corrects à visionner. Bon, Mhm. après, si dès qu'il y a des pixels, ça vous pique les yeux, n'allez pas voir, mais bon, voilà. Vous pouvez, c'est accessible. Et après, il y a des matchs voilà, des années 2000 où quand il revient, il est avec Kaunas ou quoi, ou même des matchs avec le Real des années 90 qui sont clairement corrects en termes de qualité d'image, etc. Et vous ferez pardon, une meilleure idée de Sabonis où vous redécouvrirez ce joueur fabuleux. Essaye. Voilà, il y a quelques autres joueurs à citer, Ah bon? marquants, notamment Vladimir Tkachenko, j'ai du mal à le dire, Vladimir Kachenko, pardon, Kachenko, Kachenko. Tkachenko, voilà. 2,23 m, pivot historique du CSK dans les années 80. Alors lui, pour le coup, il n'a pas marqué l'Euroleague sur cette période, mais comme je viens de parler de Sabonis, je suis obligé de parler de lui, puisque à l'époque, à l'époque, Kaunas et la Lituanie font encore partie de l'URSS, donc il y a un championnat de l'URSS. Donc le Zalgiris et le CSKA se tirent la bourre pour savoir qui est le meilleur du championnat, sans mettre plein la gueule. Et Kachenko, c'était le rival de C'était. Sabonis Alors, à cette époque-là. c'était son paillasson. Donc, Euh, alors, allez voir des matchs, c'est quand même. Pas Kachenko, il exactement. est pas connu, mais allez, enfin, pas cadeau quand même, mec de 2,23 m, enfin, avec une moustache, enfin bref. Les moustaches de ces époques-là sont Ah, phénoménales. Allez voir si c'est. vous aimez la C'est moustache. Mais magnifique, hein. par contre, honnêtement, vrai joueur. Et puis C'est c'était un peu magnifique. le rival de. Si, alors c'est des comparons un peu foireux, mais c'est pour vous faire une idée. Encore une fois, m'attaquez pas Attention, dans hein. les commentaires. Attention, hein. Warning. Si, si, euh, si on peut comparer par exemple Sabonis à Bill Russell, euh, Kachenko serait son Will Chamberlain. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair dans la rivalité, à peu près. Non, mais genre, il a Dans la rien riva- gagné dans Dans la la rivalité, rivalité. Dans pas la en tant que rivalité. joueur. Pas en tant que joueur. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit un comparant un peu foireux. Les gens comprendront. Ils vont comprendre ce qu'ils veulent. Donc, Vladimir Kachenko, ça c'est pour les années 80 avec le CSK. On a Ouais. Dino Radja, un peu plus petit. Là, on est sur 2,11 m, Bah, mais ça reste un big intérieur man, ultra hein. dominant. Ça reste un big man. Euh, pivot, pivot un peu grand pote de Divac et de Kukoc, un peu le quatrième larron des Yugostars, donc l'équipe de Yougoslavie Le fin fameux. des années 80. Avec le tie and dye, il a la grande fleur et tout, là, les maillots géniaux, les t-shirts, Ouais. c'est magnifique. Mais non, tu confonds avec la Lituanie là. Ah oui, non, c'était. Ah oui, merde, Rien à putain, ouais, non, voir. rien à voir. Ça, c'est les t-shirts de la Lituanie 92. Dino Radja, donc ouais, c'était un peu le quatrième larron des Yugostars, donc l'équipe de Yougoslavie avec Divac, Kukoc, Petrovic, etc. 2,11 m. Il a une carrière entre Split, Rome, Le Pana. Il a fait un back-to-back avec Split
en 89-90 et il est MVP du Final Four en 89. Sympa. Donc vrai monsieur qui a joué en NBA aussi au Celtics, je crois, qui est vite revenu parce qu'il n'avait pas trop de temps de jeu. Stoïko Vrankovic, là on est clairement sur des joueurs moins techniques, etc. Mais quand même, il a son importance dans les années 90. 2,18 m, il a passé ses plus belles années d'Euroleague entre l'Aris Salonique et le Panathinaikos. Mm. Champion en 96 avec le Pana. Il fait le contre clutch qui donne la victoire en finale d'Euroleague au Pana face au Barça. Même si l'histoire est pleine de controverses, je vous laisserai aller vérifier ça. Selon les Catalans, il y avait contre illégal, voilà, Oui, c'est mais pour comme ça. souvent dans les années 80-90, de toute façon, il y a plein de litiges sur. C'est ça, c'est ça. Et il a aussi joué le Final Four en 90 avec l'Aris Salonique. Voilà. Donc voilà, Stoïko Vrankovic. Euh, c'est à peu près tout pour la période 80-2000, donc la dictature de Sabonis, où en vrai, Ouais. il y a règne sans partage sur les raquettes d'Euroleague, hein, clairement. Avant-dernier chapitre, enfin on va dire dernier chapitre avant la conclusion, Grand 4, les années 2, à partir des années 2000, la décennie 2000, l'ère du pick and roll. Donc, comme vous le savez peut-être si vous suivez la NBA, au cours de la décennie 2000, le basket change. Les équipes arrêtent de donner la balle en dessous et laisser le grand faire mumuse, CF Laurent Sierra. Il y a beaucoup plus d'attaques, enfin le cœur de l'attaque est vraiment orienté autour du porteur de balle, un peu plus comme le basket qu'on connaît aujourd'hui. Donc on cherche davantage des intérieurs mobiles et finisseurs plutôt que des armoires à glace qui enfoncent au poste bas. L'exemple parfait, en fait, c'est le Maccabi des années 2000. 6 finales, 3 titres dans les années 2000, en pratiquant un basket champagne, Et pas celui de Chalon-Reims. pas le champagne basket, hein, vraiment un basket. C'était un peu. Bulleux, raffiné. Ouais, c'était ça, c'était beaucoup de courses. On pourrait le comparer avec des pincettes, encore une fois, mais c'était un peu le Showtime des Lakers ou le Run and Gun des Suns, Pour l'Euroleague. version européenne, version Euroleague, tout à fait. Donc voilà, à l'image de Nikola Vucic, qui était l'intérieur de cette période-là, Mm. qui est un peu plus sous-taillé, entre guillemets, si on peut parler de sous-taillé, qui est à 2,10 mais qui est plus du tout dos au panier, qui est vraiment un intérieur mobile, qui va trouver des espaces sur pick and roll, qui va toujours se planquer entre le short corner et la tête de raquette et faire des coupes pour finir fort au cercle, qui pouvait déjà s'écarter pour shooter, etc. Donc on oublie un petit peu les pivots à l'ancienne et même les pivots de manière générale, on passe plus vers des postes 4 qui décalent en poste 5, des postes 4 de... En fait, c'est un peu la revanche des postes 4 si j'ai envie de dire les années 2000, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus vraiment de grands mecs ultra techniques, il y en a encore, hein, mais c'est soit des déménageurs, soit ils sont vraiment techniques et ils sont titulaires, mais sinon ils ne jouent pas en fait. Il n'y a plus vraiment de poste 5, c'est plutôt des postes 4, ou alors c'est des intérieurs fuyants. Donc on perd un peu cette culture du big man, en tout cas on la modifie légèrement. Les joueurs marquants de ces années-là, c'est par exemple des mecs comme David Andersen qui a joué à Bologne, au CSKA, au Barça, qui gagne 3 Euroleague, une avec Bologne en 2001 et deux avec le CSKA en 2006-2008, enfin 2006 et 2008. Nikola Vucic, je viens d'en parler, c'est peut-être familier pour vous comme nom si vous suivez aussi la partie basket français, puisque il a joué au Maccabi, donc à Lasvel, à l'Olympiakos et à FS. Il gagne 2 Euroleague en 2004 et 2005. Et il fait une finale en 2006, le tout avec le Maccabi. Et enfin, Correct. Petit joueur. je pouvais pas parler des grands intérieurs d'Euroleague des années 2000 sans parler de Luis Scola, évidemment. Euh, Qui nous qui est a un fait peu, tellement de mal en 2019. qui est clairement le prototype de l'intérieur de ces années-là. C'est-à-dire que Luis Scola, il a joué 5 mais à la fin de sa carrière, quoi. Vraiment à la toute fin, quand il pouvait quasiment plus courir. Et, et voilà, en fait, c'est un vrai poste 4 de métier. Et dans les années 2000, les intérieurs, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on a plus des mecs comme Sabonis. Et dans les années 2000, on est plus sur des Luis Scola. Donc on a clairement 15 Gasol. cm d'écart au niveau de la taille.
beaucoup plus de mobilité pour l'un, mais aussi moins bon défensivement. Bref, voilà, il y a des petits ajustements liés au jeu, Mhm. au basket, à l'évolution du basket de manière générale. Donc Luis Scola, c'est deux finales seulement, entre guillemets, d'Euroleague dans les années 2000, 2001 et 2005 avec Vitoria. Seulement. Ouais, ouais, seulement. 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 Il y a beaucoup de gens qui en rêvent, hein, mais voilà. Ah oui, 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 bah. Seulement. Pas ouf. Luis Des Scola, hein, petites qu'on gorgées, rappelle, ça va pas. qui est argentin et qui a donc été le compère de Manu Ginobili pendant des années. Bah oui, qui gagne la... C'est quoi, c'est 2004 Ouais, la 2004. médaille d'or? Ouais, c'est ça. Au JO, C'est bref, ça. carrière exceptionnelle, Luis Exceptionnel. Scola. Champion olympique. Enfin, qu'est-ce que tu veux de Champion plus? olympique, et puis même du coup... Ah oui, T'es non, ils trop- perdent contre l'Espagne, oui, c'est vrai, bref. j'ai pas révisé le palmarès de Luis Scola, mais C'est pas grave, aucun c'est problème. Belle monumental. carrière en NBA, etc. Conclusion sur chapitre 5. Eddie, les bons tuyaux. Contexte. Euh, on parle ici de Walter, a.k.a. Eddie Tavares, capverdien du Real Madrid, de 2,20 m, 118 kg. Un beau bébé. Un beau bébé. Novembre 2017, le pivot titulaire du Real Madrid, Gustavo Ayón, se blesse gravement à l'épaule. Pour le remplacer, Madrid signe Walter Tavares, jusqu'ici alors un chauffeur de banc en NBA. Vraiment, on parle d'un mec Passé qu'on par les n'avait caves, jamais il me vu. semble. Ouais, non, mais il a fait plein Il d'équipes. a fait Il a été trop drafté d'équipes. par les Hawks. Enfin bref. Mais je me souviens Des de lui aux destins, Cavs. des destins comme on en connaît beaucoup en NBA finalement. Donc là, il est signé par le Real quand même, c'est pas rien. Et bah, c'est simple, depuis 2017, Eddie Tavares avec le Real, c'est une Euroleague en 2018, deux fois meilleur défenseur d'Euroleague en 2019-2021, deux fois dans le meilleur 5 majeur d'Euroleague en 2021-2022. Et en fait, Walter, Walter Tavares, pardon, en fait, il a fait bien plus que remettre à la mode, entre guillemets, les pivots de 2,15 m ou plus. En fait, il va tellement dominer la compétition par ses dimensions, ses qualités de protecteur de cercle et de tour de contrôle défensif, que au-delà de les remettre à la mode, il va créer un standard en Euroleague. Et un must-have surtout. À la manière, encore une fois, je prends des pincettes, on parle beaucoup de Shaq, mais en même temps, on parle d'intérieur dominant et de big man, donc c'est normal. Alors, à la manière d'un Shaq en NBA, dans les années 2000, en fait, Shaq dominait tellement que toutes les équipes devaient avoir ce qu'on appelait un Shaq stopper. C'est-à-dire que toutes les Mais équipes devaient recruter ou former un mec poste 5 dans les mêmes à peu près dimensions physiques qui devait en gros essayer de d'arrêter Shaquille O'Neal. mhm. Alors, Tavares, on n'est pas vraiment là-dedans, on n'est pas dans, on recrute pas des Tavares stoppers, on n'est pas jusque-là parce que offensivement Tavares, il domine surtout par sa taille et à sa capacité Pour le coup, c'est vraiment de son jouer sur pick physique. and roll. Pour le coup, là, c'est vraiment en attaque, c'est uniquement entre guillemets ses qualités physiques. C'est ça. Euh, Donc, ils forcent pas les autres équipes à recruter des Tavares stoppers parce que statistiquement, c'est déjà bien, hein, mais c'est 10 points de moyenne, quoi, à peu près. Ça plafonne à 10 points de moyenne, c'est pas non plus fou. Mais en tout cas, actuellement, il a recréé un standard où en fait, toutes les équipes d'Euroleague quasiment ont au moins un mec de 2,15 m en gros dans leur roster. C'est simple, il y a 8% des joueurs cette saison actuelle, j'ai fait mes stats et tout, j'ai fait mes calculs, etc. Il y a 8% des joueurs cette saison en Euroleague qui sont dans ces dimensions, enfin qui remplissent ces critères-là. Donc j'ai pris comme critère plus de 2,11 m, Mhm. vraiment plus de 2,11 m, et profil défensif ou profil dominant offensif, justement. Euh, donc il y a 8% de ces joueurs-là qui peuvent dire merci en gros à Tavares. Et il y a surtout 77% des équipes d'Euroleague, donc largement plus des trois quarts, qui possèdent au moins un joueur de plus de 2,11 m dans leur effectif. Alors, vous allez me dire, parce que je vous vois arriver, c'était déjà le cas il y a 10 ans, je suis allé checker. J'ai fait par exemple les rapports par rapport à la saison 2012-2013. C'était déjà le cas avant, mais c'était juste des joueurs dans le roster en fait. Il y avait Ouais, vraiment pas ils avaient pas de rôle. c'était des mecs qui n'avaient, voilà, exactement, c'était des mecs qui n'avaient pas de rôle au sein d'une rotation. C'était des mecs sur une feuille de match qui ne jouaient quasiment pas, qui jouaient du garbage time, etc. Aujourd'hui, vous prenez, il y a trop d'exemples dans l'Euroleague actuelle où en fait, vous prenez Chris Koumadje à l'Alba Berlin.
Vous prenez Bousfal. les deux Fall, que ce soit celui Oui, de l'Olympiakos ou celui de Bousfal l'Asvel. aussi, ouais. Donc évidemment Tavares. Il y a trop de joueurs. Euh, Tibor L'Allemand Place. Tibor Place. Tibor Place qui a honnêtement, qui est peut-être le MVP sur juste la finale, qui est peut-être le MVP juste de la finale de la dernière D'Euroleague saison d'Euroleague, l'année dernière, ouais. Sur le qui back-to-back fait, de qui FS. fait 2,21 m. Enfin, en gros, vous prenez chaque équipe compétitive ou qui essaie de jouer quelque chose, ou même pas en fait, ils ont forcément un joueur de 2,10 m. Les seules équipes, un joueur de 2,15 m, pardon. Les seules équipes qui n'en ont pas, en gros, c'est plus parce que le style de jeu le veut, plus comme Milan par exemple, où on le disait un peu plus tôt, c'est pas du tout dans la culture du basket italien, Ou et encore moins celle de même Messina, Bologne, du coup. même Bologne aussi. Et encore même Jaité, Ouais, il on peut rentre parler plus ou d'un moins dans intérieur cette. dominant. Ouais. Et il rentre On peut plus ou moins parler d'un dans les intérieur dominant. critères, même physiques, mais oui, On est plus autour des 2,10 que des 2,15, mais on parle d'intérieur dominant. c'est ça. D'un côté ou de l'autre du terrain d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, toutes les équipes qui n'ont pas ce type de profil de joueur aujourd'hui, c'est parce qu'elles le veulent bien, et encore elles sont en minorité. Et justement, elles essayent peut-être de prendre le contre-pied de ça pour créer une nouvelle dynamique dans le jeu et dans le basket européen et dans l'Euroleague. Donc voilà, merci Tavares d'avoir remis un peu l'église au centre du village. En plus, c'est un Mais plutôt même, bon, le pivot au centre de la raquette, si j'ose dire. mais Donc, même de manière voilà, générale, dans le basket, quand tu regardes en NBA, il y a de plus en plus d'intérieurs dominants. Il y a, enfin, les derniers MVP ou à chaque fois tout à fait. dans les classes, enfin pas dans les classements, mais dans le dernier podium pour être MVP, il y a des C'est que des grands. big men. C'est Ouais, que des big men où il y a toujours un grand. Et de plus en plus, c'est eux les stars. On voit Wembanyama, lol. Enfin, ouais, c'est même pas un big tout à man, c'est fait. encore très particulier, Wembanyama, mais Ouais. oui. Mais en fait, c'est Mais ouais, ouais, intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à cette époque il y a 5, 6, 7 ans où en fait en NBA on disait oui, non mais de toute façon les big men ils sont morts, ça n'existe plus, il n'y en a plus. Et en fait, ça correspond un peu, le retour des big men dominants en NBA correspond un peu aussi à l'époque où en fait Tavares est revenu oui, en Europe et a tout cassé en fait et a remis aussi les pivots dans le jeu moderne. Je veux dire, tu le disais, toutes les équipes. Aujourd'hui, en NBA, pareil, alors certes, t'as peut-être pas un intérieur dominant, enfin un intérieur de calibre MVP, c'est impossible par équipe, mais au moins, t'as au moins un mec de 2,10, 2,15 hmm, pour essayer de contrer un intérieur c'est dominant. ça. Moi, perso, je suis content que le basket revienne un peu plus aux fondamentaux, entre guillemets. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que avec tout cet historique, on voit bien que le rôle de pivot, enfin le de big man a évolué. Mais en tout cas, un peu le job de rim runner actuel que les pivots ont en Euroleague, j'ai l'impression se rapproche plus des pivots à la base dans les années 50, comme on en parlait euh, au tout début avec Kroumins. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le basket, en fait, c'est un cycle C'est ça. et En fait, que je, je pense surtout que ça dépend des QV aussi, parce que t'as toujours. En fait, ça correspond toujours à l'arrivée d'un joueur c'est phénoménal ça, qui a ce profil-là. Et du coup, les autres sont obligés de s'adapter parce que leur style de jeu ne correspond pas et ne permet pas d'arrêter ce joueur et qui devient un c'est ça. problème. Donc, pour s'adapter, on refile du taf aux mecs qui ont ce profil-là, qui sont peut-être un peu moins talentueux. Et Et en en fait, général, ouais. Vas-y, 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 non, vas-y. vas-y, Non, fini. j'allais dire, en fait, c'est même le concept de mode en général au-delà du basket. C'est-à-dire C'est que ça, même aujourd'hui, tu vois, on s'habille de plus en plus comme dans les années 80 ou 70. Et dans 10 ans, on s'habillera comme à l'époque tectonique, tu vois, je sais pas. Mais enfin, c'est je sais pareil. pas. Dans les années Mais oui, 50, oui, non, mais 60, tout à c'était les fait. big men. Après, on est passé un peu plus petit, plus fuyant, plus small ball. Et là, on revient à des grands. Exactement. Et en fait, chaque période. On le voit bien avec Varese, je le disais, dans les années 70, ils ont cassé ce truc-là. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à battre et à changer les codes. C'est-à-dire, en fait, ils ont battu des grands big men avec des tailles plus homogènes et des intérieurs plus à l'italienne, fuyants, mobiles, qui savent faire des passes, etc. C'est ça. Ensuite, Sabonis est arrivé. Il a Il a remis. remis à la mode les grands. Voilà. Et ensuite, après, on a eu un changement avec, etc., le pick and roll, où en fait, c'est plus les arrières, enfin en tout cas les porteurs de balles qui créent le jeu, Ouais, et les intérieurs ont plus un rôle de finisseur plutôt que de, pas meneur, mais en gros, avant, on montait la balle, on la donnait en bas, et ensuite, ça jouait autour. Maintenant, on vient poser le pic, et on essaie de se libérer pour justement qu'on joue sur toi, mais
l'essentiel reste ton meneur, enfin ton porteur de balle. Et maintenant, du coup, il y a d'autres rôles qui ont été créés, comme celui de Tavares, qui est le rim runner ultime, en gros, Ah bah, qui est sur demi-terrain, en fait, tu as une tour de contrôle, et en attaque, tu as un mec qui peut courir et qui est une cible permanente dès qu'il y a un mismatch, dès qu'il y a un switch, dès qu'il y a une rotation qui est pas faite et un mec tout seul sous le cercle. Voilà. ouais, non, je suis d'accord. J'allais dire J'espère un que ça vous truc, aura je plu et sais que c'était plus, pas mais trop long. c'est pas très important. Euh, Merci pour cette chronique Ah, pleine écoutez, ce d'histoire, fut un pour ce plaisir. petit cours d'histoire, c'était très très sympa.